Bonjour à tous. En tout premier lieu, je voudrais remercier le FRNOG de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter mes activités aujourd'hui. Pour les petites structures ou les structures naissantes comme les miennes, c'est pas forcément évident de trouver des événements comme ça où on peut être sur la loge, sur les premières places. Donc merci beaucoup pour ça. Et c'est important d'avoir ce type d'événement pour nous. Donc cette présentation, elle va pour but de prendre un peu de recul, de regarder plus les choses d'un point de vue design que d'un point de vue boîte, sur la partie anti-DDoS. Mais avant ça, ce que je voulais, c'est vous me représenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc sur mon parcours, j'ai fait un peu de R&D pendant 3-4 ans, travaillé essentiellement sur les back-ends, les recherches, les agents, les recherches multicritères, les moteurs de recherche, donc rien à voir avec les télécoms. Après, j'ai travaillé en tant que project manager chez un service provider qui s'appelait CGT, le branche entreprise. En arrivant, on était 30. Il n'y avait pas de réseau, pas de service, pas de clients, rien du tout. Quand je suis parti, on était à peu près 1000 avec 3 backbones installés, des clients, des services. Donc une expérience aussi intéressante. J'ai passé une petite vingtaine d'années dans l'industrie télécom, chez des industriels généralistes, mais aussi chez des industriels plus de niche, type Juniper ou Arbor Networks. Donc ça m'a permis de voir, je dirais, de l'accès, de l'edge au cœur, du L1 au L7. J'ai visité à peu près des centaines d'opérateurs dans le monde entier en tant que consultant et en tant que CTO, quand je travaillais chez Alcatel notamment. Et j'ai beaucoup travaillé sur la sécurité et remédiation. J'ai toujours gardé la main sur le développement parce que c'est une petite passion chez moi, j'en ai quelques-unes. Et notamment sur Wireshark où je contribue sur tout ce qui est BGP, IGP, dissector, notamment sur la petite partie BGP FlowSpec. Travailler un petit peu en normalisation aussi sur BGP FlowSpec, mais juste sur des problématiques d'interworking. Et puis j'ai aussi un petit open source que vous pouvez prendre qui émet aussi des routes BGP FlowSpec avec une interface graphique. Vous pouvez le voir sur le GitHub de mes sociétés. Donc un petit slide pour vous dire que après tout ça, en fait, je me suis pas lancé dans une activité pour vous vendre des produits stupéfiants, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je me suis posé la question de savoir si j'étais suffisamment mature et expérimenté pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc je me suis dit que j'avais suffisamment roulé ma bosse pour tenter l'aventure et que j'étais pas encore suffisamment vieux pour ne pas y aller. Et donc j'ai pris la petite pilule rouge et j'ai quitté le pays des merveilles des vendeurs pour aller dans le monde entrepreneurial. Donc j'ai créé 2 activités. Une qui s'appelle Pragma Innovation, qui est vraiment focusée sur le pipeline Big Data télémétrie. Donc là-dessus, avec des use cases principaux qui sont la collecte de CDR voix, la collecte de trafic NetFlow pour tout ce qui est network analysis. L'idée, c'est de faire une solution technique en rupture, mais commercialement aussi en rupture. L'idée, c'est que ce soit plutôt une solution qui s'intègre dans le SI de l'hébergeur, de l'opérateur ou de l'entreprise, qui est majoritairement basée sur de l'open source. Donc vous verrez à la fin de la session, Paolo Lucente va vous présenter aussi PACCT qui fait partie des briques que j'utilise et je le remercie au passage d'être venu et d'être maintenant mon associé dans cette entreprise. Donc le modèle de vente open source. Pragma Security, ça reste dans le même domaine mais un autre périmètre où on est vraiment sur la remédiation d'attaques en déni de service. Donc sur lequel en fait je vais rentrer plus dans le détail à présent. Ce que j'ai appelé les axiomes du DDoS, c'est vraiment rapidement pour revoir ce qu'on appelle les vecteurs d'attaque. Vous connaissez tous ça en long, en large et en travers. L'idée c'est qu'il y a les vecteurs L2 qui sont l'idée de saturer les liens par des attaques de flooding, des attaques par amplification, notamment les dernières attaques Memcache. Les vecteurs de type L3 sur switch router, les vecteurs L4, L6. Donc j'ai regroupé dans un gros paquet tout ce qui est de niveau TCP jusqu'à SSL, TLS, et les vecteurs L7, donc les vecteurs de niveau applicatif, où on voit de plus en plus de botnets qui sont basés sur ce qu'on appelle des FSB, des full stack browsers. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se comporter vraiment comme un web browser, et ils vont attaquer vraiment les couches applicatives de votre site web.
Au niveau des cibles, quelque part le marché des attaquants c'est aussi segmenté d'une certaine manière, c'est que maintenant les attaquants ils ont vraiment deux cibles principales qui sont soit les infrastructures, donc les infrastructures des ISP, des telcos, des hébergeurs. Donc ça c'est majoritairement des attaques volumétriques, c'est le principe de la boule de bowling qui va dans les quilles. Donc on envoie un gros pataquès de trafic en essayant de casser de l'infrastructure. Éventuellement on la casse aussi en utilisant les faiblesses de BGP via du hijacking, du route leaking, des espaces modifiés ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment les attaques les cibles infrastructures. Deuxième type de cible, c'est les sites avec ce que j'appelle à exposition forte, c'est-à-dire tous les e-commerçants, médias, banques, tous les sites, tous les gens qui font leur business et leur activité sur Internet. Donc là, généralement, on est sur des attaques plutôt qu'on appelle multivectorielles, c'est-à-dire qu'on va quand même envoyer un peu de volumétrique pour faire un effet boule de fumée, occuper les équipes sécurité de la société qui est cible de l'attaque. Et on va pouvoir passer une attaque soit éventuellement applicative, vraiment carrément de l'injection, du vol de données ou ce genre de choses, pendant que les équipes sont occupées à traiter la volumétrie. Soit on passe aussi des vecteurs applicatifs sur la couche L4, L7. Donc la grande question c'est est-ce qu'on peut traiter ces deux problématiques, ces deux types de cibles avec le même design? Donc ça c'est la question clé auquel je vais répondre immédiatement, faire tomber la mouche dans le pot de lait. Pour nous, c'est pas possible. Ou ça n'est plus possible, plus exactement. Donc sur l'évolution des attaques, on n'est pas là pour jouer à se faire peur, donc on ne va pas passer trop de temps sur ce genre de choses. Vous pourrez consulter les rapports de Network Security, notamment de mes partenaires qui sont Curator Labs et Wallarm. Mais grosso modo, en volumétrique, on continue à grimper en termes de taille. Sur l'applicatif, on reste sur des attaques de plus en plus sophistiquées. On commence à voir aussi maintenant, notamment par Mirai, en utilisant l'IoT ou ou des faiblesses de certains logiciels très largement déployés, type WordPress ou autres, avoir des attaques qui couvrent un peu les deux choses, qui sont à la fois volumétriques et applicatives. Donc le design plus courant. D'ailleurs François l'évoquait du reste François Devienne dans sa présentation précédente. On retrouve un peu la même sémantique, la même schématique. Le design le plus courant, c'est que en mode nominal, on ne fait rien, on laisse le trafic passer. On commence par détecter l'attaque, soit par du netflow, soit par une probe en ligne. On va la rerouter dans des équipements de remédiation et on va remédier à l'attaque. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce design aujourd'hui ? Sur les attaques toujours orientées vers les infrastructures, pour reprendre cette segmentation, vers les infrastructures, BGP ça reste un bon outil pour rerouter des pans entiers d'infrastructures qui seraient en train d'être attaqués, ça reste la formule la plus adaptée. Sur les vecteurs L2, tout ce qui est amplification, saturation, on sait traiter avec ce type de solution, ça reste valable. Là où on commence à avoir des problèmes, c'est sur les vecteurs L4, L5, L7, évidemment. Par nature, BGP est asymétrique, donc les boîtiers de mitigation qui traitent avec du BGP sont asymétriques aussi. Donc ils vont recevoir le trafic ingress, ne vont pas voir le flux retour. Donc automatiquement, dès lors qu'on parle de protocoles connectés comme TCP, ça pose des problèmes. On est obligé de faire des choses qui vont être très spécifiques, voire qui vont ne pas fonctionner ou générer beaucoup de faux positifs, notamment dans les applications modernes qu'utilisent JavaScript ou les applications mobiles. Il peut y avoir carrément tous les mobiles qui ne passent plus dans ce genre de situation. Dans les attaques vers les serveurs, une des problématiques de ce modèle, c'est aussi la latence humaine. Il faut décider de rerouter. Bien souvent, en fait, il faut parler au chef à plume. Quand on parle au chef avec des plus grandes plumes que lui, ça va remonter à tout ça. À un moment, il faut qu'il y ait un chef qui décide, qui se mouille, qui se dit « Allez, il faut qu'on lance la mitigation ». Et des fois, 3 jours après l'attaque, on n'a toujours rien lancé parce que personne ne s'est décidé. Donc ça arrive, c'est du vécu, hein, ce dont je vous parle. Il y a la problématique du multi-homing, comme l'évoquait François, c'est-à-dire que il faut qu'on prenne ce service-là de tous les transit providers, donc qui vendent ce qu'on appelle du trafic propre ou du transit nettoyé.
Le problème, c'est que si on en prend chez tous ces transit providers, ça finit par coûter un bras, deux bras, trois bras, ça devient plus tenable. Voire éventuellement le besoin d'avoir de multiples boîtiers pour traiter les différents vecteurs. Donc aujourd'hui, en fait, si on prend un modèle plutôt en mode managé, en mode Managed Security Services, MSSP, si je prends le côté gauche du slide, pour reprendre un peu la problématique, tout ce qui est e-commerce aujourd'hui, leur problématique c'est le multicanal. On entend ça, on nous rabâche les oreilles avec le multicanal, mais c'est une réalité, il faut qu'on puisse suivre l'utilisateur quand il est chez lui, quand il est sur son mobile, quand il est en mobilité, même sur sa petite tablette chez le commerçant, il faut qu'on puisse le suivre et suivre tous ces types d'applications. Et ces types d'applications maintenant viennent avec d'autres contraintes qui sont elles s'appuient plutôt sur des web API que sur vraiment du web full browser à la mode PHP des années 2003-2004, qui était l'époque du modèle BGP off-ramp. Reste aussi que maintenant, si je vais côté droite du slide, il y a l'arrivée du public cloud. Le front-end a de plus en plus tendance à partir dans le public cloud pour profiter de l'élasticité du cloud. Donc ils offrent des API et il y a aussi maintenant des API de plus en plus entre le public cloud et le private cloud. Donc il faut aussi pouvoir protéger tout ça. Quand on est dans le mode public cloud, si on va avoir aussi un système de protection homogène, il est probable que les différents fournisseurs de public cloud ne viendront pas avec les mêmes solutions. Si vous voulez avoir une solution homogène, il faut aussi se poser la problématique de si on pousse le front dans le cloud, à pousser la sécurisation du front aussi dans le cloud. Sur ce type de solution, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Sur les attaques d'infrastructure, je dirais qui peut le plus, peut le moins. Le tout, c'est qu'il propose aussi toujours la possibilité de faire du reroutage BGP. Ce qui peut être intéressant, c'est que sur le vecteur L4, notamment sur TCP, suivant son mode de fonctionnement, lui va plutôt s'appuyer sur la puissance de son infrastructure que sur des captcha TCP ou des finasseries de niveau protocolaire. Et donc il générera beaucoup moins de faux positifs. Il sera très compétitif parce que pour lui, ce type d'attaque, c'est du basique, quoi. C'est du facile à traiter, quoi, on va dire. Pour tout ce qui est attaque vers les sites et les serveurs, c'est là où on va changer complètement le paradigme par rapport à l'approche BGP, puisqu'on va passer sur une protection plutôt always on, donc en protection permanente. Au niveau reroutage, on va peut-être abandonner l'approche BGP pour aller plutôt vers l'approche DNS, qui de toute manière a été déjà largement adoptée par ces acteurs-là pour faire du Global Server Load Balancing, pour faire du CDN. Donc de toute manière, aujourd'hui, la plupart du routage applicatif se fait au niveau DNS. On peut très bien s'appuyer aussi sur le DNS pour faire du routage, pour faire de l'orientation de trafic, on va dire, en fonction de l'adresse IP qui viendrait. Les adresses IP qui viennent de France, je les redirige vers telle adresse IP. Celles qui viennent de tels autres pays vers telles autres adresses IP. De front, on a des possibilités au niveau DNS qui peuvent être intéressantes. On n'a plus le problématique du multi-homing, puisque de toute manière, tout est traité par un tiers délégué. On n'a plus de latence d'un point de vue décisionnel. On peut adjoindre aussi du pare-feu applicatif. Dans la plupart de ces solutions, on passe en mode full proxy. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mode asymétrique, on est en mode symétrique full proxy. Full proxy TCP et full proxy applicatif. Comment on choisit un MSSP? Ce qui compte avant tout, c'est l'expertise. Donc l'expertise, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une équipe de R&D qui a développé une technologie, qui la maîtrise complètement de bout en bout. À partir du moment où on s'occupe de la couche applicative, ces couches applicatives, elles peuvent varier très rapidement. Les vecteurs d'attaque peuvent varier très rapidement aussi. Donc il faut une réactivité accrue. D'un point de vue purement technologique, on comprend aussi qu'on passe d'un mode centralisé à un mode distribué. Puisque les nœuds de nettoyage, on va les répartir sur toute son infrastructure. Donc d'un modèle qui était centralisé, où on reroutait via BGP sur des boîtes centralisées, on passe sur un modèle distribué. Donc il faut aussi pouvoir développer une technologie et un produit qui permet
que cette distribution soit possible d'un point de vue technico-économique. Donc c'est pour ça que développer sa propre technologie sur des serveurs génériques ou les plus génériques possibles, ça permet de rendre possible ce type de solution. Enfin, en termes de capacité de couverture, on entend beaucoup de choses sur la capacité. J'ai 10 Tera, j'ai 20 Tera, j'ai 30 Tera, j'ai 100 Tera, j'ai 275 Tera, on en entend dans tous les sens. Les questions qui sont importantes à se poser, c'est comment le trafic est routé vers les boîtiers de mitigation. Est-ce que les boîtiers de mitigation sont présents partout? Est-ce qu'ils sont centralisés? Est-ce qu'ils sont distribués? Est-ce qu'ils sont routés en Anycast? Est-ce qu'ils sont routés en Unicast? C'est déjà des premières questions à se poser. Est-ce que la capacité de mitigation, elle est dans le même ASN ou est-ce qu'elle est répartie dans plusieurs ASN, chez plusieurs hébergeurs? C'est aussi une question fondamentale à se poser. Est-ce qu'on a une couverture internationale? Est-ce qu'il faut au moins un minimum couvrir les plaques d'où viennent les attaques, c'est-à-dire US, Asie, Pays de l'Est, Europe? C'est un minimum. La capacité, oui, de traitement, sur quel type de vecteur? On peut très bien avoir 10 Tera de capacité sur les vecteurs L2 et avoir 20 gigas sur les vecteurs L7. Possibilité de reroutage, il faut garder ces deux outils que sont BGP et DNS. Les deux sont valables, les deux outils mais n'adressent pas les mêmes besoins. Pourquoi on a créé Pragma Security? Je profite pour remercier Solène qui travaille avec moi sur cette activité. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Parce qu'on a trouvé un partenaire international qui nous a permis d'héberger notre infrastructure. Donc on a pu démarrer directement avec 1 terabit de capacité en routage Anycast. On a monté notre Autonomous System, nos propres adresses IP. On a ces deux partenaires que sont Curator Labs. Donc Curator Labs, c'est un acteur des pays de l'Est qui est basé pour, on va dire, 60-70% en République tchèque et pour 30% en banlieue de Moscou. Le proxy qu'ils ont créé, c'était un projet universitaire de l'université de Moscou. Et on travaille aussi avec Walarm, qui est un acteur californien qui fait des pare-feux applicatifs. Donc c'est aussi d'ailleurs des chercheurs russes qui ont vendu leur cerveau aux Américains, et pour créer cette société qui s'appelle Walarm, qui est nord-américaine. Voilà. Très rapidement, vous pouvez tester le service gratuitement. Ce que je veux surtout vous faire passer comme message ici, c'est que sur ce type de solution, nous, on mettra en place le pare-feu applicatif. Notre pare-feu applicatif fait un audit et du pen testing permanent sur votre infrastructure. Donc à l'issue du test, c'est pas du test pour du test, parce que du DDoS, pendant 7 jours ou 15 jours, ça se trouve, il ne se passera rien. Donc on aura juste 0 résultat à se mettre sous la dent. Donc vous aurez aussi un rapport de pen testing sur vos fronts qui sont exposés sur Internet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Merci.